Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un de mes travaux de thèse. Donc, je m'appelle Alice Beaumont, je suis en thèse dans l'équipe épidémiologie et modélisation de la résistance aux anti-infectieux et sous la direction de Bicham Nguyen. Et donc aujourd'hui on va parler de colonisation néonatale avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors accrochez-vous, qui s'appellent des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. Et plus spécifiquement dans les pays à ressources limitées. Quelques notions sur le sujet. Il faut savoir que les pays à faible et moyen revenu concentrent 99% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, avec particulièrement une période de vulnérabilité qui est la période néonatale, les 28 premiers jours de vie, avec 50% des décès qui surviennent au cours de cette période, et c'est même plus particulièrement au cours des 3 premiers jours que ces décès surviennent, avec comme cause majeure les infections bactériennes précoces. Et une grande proportion de ces infections sont dues à des bactéries qu'on appelle les entérobactéries, donc qui sont une famille de bactéries qui inclut notamment Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc c'est différent de ce qu'on observe notamment en Europe où le streptocoque B est beaucoup plus fréquent, que l'épidémiologie est très différente en fonction des régions du monde. Et il y a une grande proportion de ces entérobactéries qui vont produire une enzyme de résistance qu'on appelle justement cette fameuse bêta-lactamase à spectre étendu, ou BLSE, ou ESBL en anglais. Et cette enzyme de résistance va inactiver les antibiotiques habituellement utilisés pour traiter ces infections. Et ces infections vont donc nécessiter le recours à des antibiotiques à large spectre, qu'on appelle les carbapénèmes, mais qui sont des antibiotiques qui sont chers et pour lesquels l'accès est difficile dans de nombreux pays. Donc ça se retrouve être très souvent des impasses thérapeutiques. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces infections sont souvent précédées, sont la plupart du temps précédées par une phase de colonisation asymptomatique. Donc on retrouve ces bactéries dans le tube digestif des patients avant la survenue des premiers symptômes. Et donc ce phénomène de colonisation par ces bactéries qu'on dit BLSE ou résistantes au C3G, là c'est l'acronyme que j'utilise, qui sont la désignation des antibiotiques qu'on utilise pour traiter ces infections. C'est un phénomène qui est très fréquent, et là c'est un tableau extrait d'une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse qu'on a menée sur la prévalence de la colonisation justement chez ces nouveau-nés, et on retrouve comme résultat pour ces entérobactéries de prévalence de 18% chez les nouveau-nés en communauté et de 48% chez les nouveau-nés hospitalisés. Donc pour vous donner une idée, on estime qu'en population générale, chez les adultes en Europe, c'est autour de 5%. Donc chez les nouveau-nés, au cours de leur première semaine de vie, c'est déjà 4 fois plus important dans les pays à faible et moyen revenu. Et donc la question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est comment ces nouveau-nés, juste après quelques jours de vie, se retrouvent colonisés avec des bactéries aussi résistantes. Et donc ce qu'on décrit classiquement, c'est 2 voies de transmission. Tout d'abord la transmission verticale via le microbiote maternel au cours de l'accouchement. Et les autres modes de transmission, on appelle ça la transmission horizontale, ça peut se faire par diverses sources. Les surfaces, le lit, la tétine, les autres membres du foyer, le personnel soignant, etc. Et donc pour ces bactéries en particulier, ce qui est retrouvé dans la littérature comme étant décrit, c'est que la transmission verticale serait le principal mode de transmission aux nouveau-nés, mais quand on regarde en détail, il y a finalement assez peu de données, parce que c'est difficile de recueillir des échantillons au moment de l'accouchement, qui est un événement clinique imprévisible. Et de plus, les techniques qui sont utilisées pour comparer les souches de bactéries et donc déduire la transmission sont de faible résolution, avec un faible pouvoir de discrimination. Donc en fait, le niveau de preuve est relativement faible.
alors que c'est une question qui est cruciale pour guider les stratégies de prévention. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'identifier la contribution relative de la transmission verticale versus la transmission horizontale de ces bactéries aux nouveau-nés et les facteurs de risque associés. Donc en termes de méthode, le design de l'étude, c'était une étude ancillaire du projet Birdie, qui est une étude de cohorte mère-enfant, qui a été menée à la fois à Madagascar et au Cambodge. Entre 2016 et 2022, il y avait un centre dans un milieu urbain et un centre dans un milieu rural dans chaque pays. Et les mères étaient recrutées au sein de la communauté. Elles étaient incluses au troisième trimestre. Et au moment de l'accouchement, il y avait donc un recueil de sel, puisque le portage de ces entérobactéries se fait au niveau digestif, donc de la mère au moment de cet accouchement, et du nouveau-né avant son 3e jour de vie. Donc on s'intéresse vraiment à la période très précoce. Ensuite, en termes d'analyse des données, donc après le prélèvement, donc pour vous décrire un peu les techniques microbiologiques rapidement, après le prélèvement de sel, il y avait une mise en culture de ce prélèvement sur un milieu de culture qui était enrichi en antibiotiques, donc qui sélectionnait particulièrement ces bactéries-là résistantes aux antibiotiques. Ensuite, a été réalisé un isolement de ces souches de bactéries. Leur ADN a été extrait, séquencé, avec des techniques de séquençage génomique complet, et les souches ont été comparées avec des techniques d'inférence phylogénétique. Et à partir de ces résultats d'inférence phylogénétique, et en les combinant aux caractéristiques épidémiologiques de la population, on a réalisé une analyse de facteurs de risque avec une technique de régression logistique. Alors, en termes de résultats sur la population d'études, donc on a inclus 131 paires mères-bébés au Cambodge et 368 paires mères-bébés à Madagascar, donc ça fait un total d'environ 1000 individus dans cette cohorte. Avec, donc ici, je vous présente les caractéristiques de la population. Pour des questions de temps, je ne vais pas tout vous détailler, mais je voudrais insister sur 2 points en termes d'infrastructure pour vous montrer, donc déjà en termes général, qu'il y avait un accès à des infrastructures sanitaires relativement limitées. Au Cambodge, il y avait 40% de la population qui avait des toilettes, qui n'avait pas de toilettes à l'intérieur de son domicile, mais à l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais peu importe, je pense que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon... Non. Voilà, peu importe. Et donc, pour Madagascar, c'était encore plus marqué, avec 92% de la population qui avait des latrines, qui n'avait pas de latrine dans son domicile, donc qui devait sortir de son domicile pour avoir accès à des toilettes. Et en termes de lieu d'accouchement, on voit aussi des différences entre nos 2 populations, avec un accouchement qui se faisait majoritairement en centre de santé au Cambodge, avec 82% d'hospitalisation à l'hôpital ou en clinique, alors que l'accouchement à domicile était très répandu encore à Madagascar, avec 40% des accouchements. Alors en termes de prévalence de la colonisation par ces bactéries résistantes aux antibiotiques dans notre population, donc tout d'abord les mères, donc c'était des chiffres énormes, avec 80% des mères qui sont colonisées au Cambodge et 38% à Madagascar. Et chez les nouveau-nés, la prévalence est également très élevée, avec 53% au Cambodge et 27,2% à Madagascar. Donc pour 3 jours de vie, ça fait des chiffres importants. Là, je voulais vous montrer c'est un diagramme de Sankey, donc ça représente le flux entre différents paramètres. Ici sont représentés l'ensemble des bactéries qu'on a séquencées
chez nos participants, donc avec en premier lieu l'origine du prélèvement, donc est-ce que c'était un nouveau-né ou une mère, ensuite l'espèce d'entérobactérie, donc est-ce que c'était un Escherichia coli, une Klebsiella pneumoniae, un entérobactère, le gène qui codait pour cette enzyme de résistance ESBL, ça c'est des gènes classiquement décrits de céphotaximase, et le pays d'origine. Et je voulais attirer votre attention sur le fait, sur les différences d'espèces qu'on retrouvait, puisqu'on voit que les mères sont en très grande majorité colonisées par des Escherichia coli, ce qui est décrit dans la population générale, alors que chez les nouveau-nés, on voit qu'il y a une plus grande diversité, avec notamment une proportion importante qui sont colonisées par Klebsiella pneumoniae et Enterobacter sp, ce qui peut déjà laisser supposer que la mère n'est pas la seule source de colonisation de ces nouveau-nés, à une étape descriptive. Et donc maintenant on va passer au résultat de la phylogénétique. Donc ça c'est un arbre phylogénétique qui représente les Escherichia coli isolés dans notre population, donc avec toutes les souches issus de pères, mère, bébé, dont les deux étaient colonisés à Escherichia coli. Donc là, on a exclu les cas où la mère et le bébé étaient colonisés à des espèces discordantes, puisqu'on considérait dans ces cas-là qu'il y avait de fait pas de transmission, mais en se concentrant sur les cas concordants. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec les arbres phylogénétiques, ici, ça s'appelle des feuilles, et chaque feuille représente une souche de bactéries. Et la distance génétique est représentée par les branches, ici, et dont la longueur est proportionnelle à la distance génétique. Et donc, lorsque la souche d'une mère et la souche d'un bébé, comme c'était le cas ici, étaient à l'extrémité d'une même branche, donc on appelle ça, de manière assez poétique, je trouve, une cerise, on considérait que c'était un événement de transmission. Et sur cet arbre, on compte 20 événements de transmission entre la mère et l'enfant. Et donc là, je vais passer assez vite. On a refait cette même technique pour les autres espèces d'entérobactéries qui étaient dans notre échantillon, avec un événement de transmission pour Klebsiella pneumoniae et 2 événements de transmission pour 2 espèces différentes d'entérobactères. Et donc, si on revient à notre diagramme de flux initial, finalement, au Cambodge, on a trouvé 10 événements de transmission de la mère à l'enfant pour l'ensemble de notre population et 13 événements à Madagascar. Donc si on utilise ce chiffre-là comme numérateur et le nombre total de nouveau-nés qu'on a retrouvé colonisés comme dénominateur, on peut retrouver une proportion de cas de colonisation néonatale attribuable à cette transmission verticale. Et donc ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a à peu près, c'est des chiffres assez similaires dans les deux populations, avec entre 13 et 14% des cas de colonisation qui sont attribuables à la colonisation au portage de la mère, donc finalement une voie de transmission qui paraît très minoritaire. Et par déduction, si cette transmission verticale est très minoritaire, on en déduit qu'il y a beaucoup de transmissions qui se font par d'autres voies, donc la voie de transmission qui est dite horizontale. Et donc dans notre design, on n'avait pas de prélèvement de ces autres voies, mais pour donner des pistes, on a cherché à regarder les facteurs de risque associés à cette transmission horizontale en comparant cette population de nouveau-nés qui avaient une colonisation par voie horizontale versus les nouveau-nés qui n'avaient pas acquis de bactéries BLSE. Et donc là, je vous montre les résultats de notre régression, de notre modèle multivarié final, avec 3 facteurs de risque qui étaient associés significativement à cette transmission par voie horizontale. D'abord, la réalisation de manœuvres de réanimation à la naissance chez le nouveau-né, avec un odds ratio ajusté de 2,39. Le lieu d'accouchement, avec le fait d'accoucher dans un hôpital ou dans une clinique, était associé en comparaison avec l'accouchement à domicile, qui était associé à un odds ratio de 2,9, et la réalisation d'une césarienne
par rapport à l'accouchement par voie basse avec un dose ratio à 2,8. Alors sur les messages et la discussion, donc tout d'abord, un des résultats importants de notre travail, c'était la prévalence très importante de la colonisation dans la communauté, bien au-delà de ce qu'on décrit en Europe par exemple, mais ça c'est concordant avec d'autres études qui avaient été menées dans la littérature. Le résultat le plus important, c'est la voie de transmission verticale qui finalement apparaît être une transmission minoritaire dans nos résultats, bien moindre que ce qui avait été retrouvé avec des techniques de comparaison des bactéries de plus faible résolution, mais qui est concordante avec d'autres techniques qui ont été réalisées, des techniques de métagénomique qui existent, donc qui étudient le résistome au sens large, c'est-à-dire tous les gènes de résistance, et qui montre bien que le recouvrement entre les gènes de résistance de la mère et les gènes de résistance du nouveau-né sont finalement partiels. En ce qui concerne les facteurs de risque associés à la transmission horizontale, ils étaient tous associés au système de santé, la césarienne, le lieu d'accouchement à l'hôpital et la réalisation de manœuvres de réanimation. Donc évidemment, il va falloir approfondir ce côté-là, mais ça peut laisser suggérer peut-être des facteurs de risque qui seraient évitables avec une amélioration de l'hygiène hospitalière. En termes de limites de notre étude, une des limites principales, c'est la diversité génétique intra-hôte de ces bactéries-là. Donc même s'il a été... les techniques microbiologiques ont été utilisées en essayant d'isoler le maximum de souches par individu. C'est possible qu'il y ait une sous-estimation de la transmission verticale. De plus, dans notre analyse de facteurs de risque, la transmission horizontale, elle était définie comme une non-transmission des verticales par soustraction, donc il y a peut-être un biais de classification. Et donc en perspective de recherche, d'abord le projet Néolique, une autre étude qui est en cours d'analyse là dans notre laboratoire, où dans 70 foyers à Madagascar, il y a eu des prélèvements d'autres sources potentiellement contaminantes du nouveau-né qui ont été prélevées. On va essayer de voir si on peut identifier des sources de transmission horizontale. Et également la transmission de plasmidique. Là, tout ce que je vous ai présenté comme technique d'identification des événements de transmission, ça permet d'identifier quand il y a eu une transmission d'une bactérie dans son entièreté, donc à la fois son chromosome et l'ensemble de son matériel génétique, mais les bactéries, elles peuvent communiquer également en se transmettant des éléments génétiques mobiles qui s'appellent plus particulièrement en général les plasmides pour les gènes de résistance, Et ces événements-là de transmission ne peuvent pas être détectés avec des techniques classiques. Et donc, on a réalisé des analyses complémentaires sur nos données avec des techniques de séquençage qu'on appelle long grid, qui permettent de reconstituer ces séquences ces éléments génétiques qui sont présents dans le cytoplasme des bactéries et qui peuvent se transmettre d'une bactérie à une autre, qu'on appelle les plasmides. Là, c'est un plasmide qu'on a réussi à construire la semaine dernière avec une collaboration avec une équipe de l'Institut Pasteur qui travaille là-dessus. Là, par exemple, ce plasmide de résistante a été transmis d'une mère qui était porteuse d'une bactérie qui s'appelle Klebsiella pneumoniae à un bébé qui était porteur d'un entérobactère Hormagii. Donc on voit qu'il y a aussi une part de la résistance qui nécessite des techniques complémentaires pour être détectée. Et on va essayer d'intégrer cette partie-là dans notre analyse, mais c'est encore trop tôt pour que je vous présente tous les résultats. Mais en tout cas, selon nos résultats préliminaires,
Même s'il faut ajuster pour ce facteur, ça reste quelque chose qui est relativement minoritaire. Voilà, je tiens à remercier les participants de l'étude, les nombreuses personnes qui ont travaillé sur ce gros projet que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, et également les sources de financement pour ma thèse et pour le projet additionnel sur les plasmides. Et merci à tous pour votre attention.